Le cerveau humain est un réseau d'environ 100 milliards de neurones. Différentes expériences créent différentes connexions neuronales qui suscitent des émotions différentes. En fonction des neurones stimulés, certaines connexions deviennent plus fortes et plus efficaces, tandis que d'autres peuvent devenir plus faibles. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Quelqu'un qui s'entraîne à être musicien permettra de créer des connexions neuronales plus fortes, qui développeront les deux hémisphères du cerveau afin d'être plus créatif musicalement. Pratiquement n'importe quelle sorte de talent ou de compétences peuvent être créées grâce à l'entraînement. Rüdiger Gamm, qui était un étudiant sans espoir de son propre aveu, échouait en mathématiques fondamentales et a commencé à entraîner ses capacités. Il est devenu un célèbre calculateur humain capable d'effectuer des mathématiques extrêmement complexes. Rationalité et résilience émotionnelle fonctionnent de la même manière. Voici les connexions neuronales qui peuvent être renforcées. Peu importe ce que vous faites et à n'importe quel moment, vous modifiez votre cerveau pour être meilleur à cela. Puisqu'il s'agit d'un mécanisme fondamental du cerveau, en être conscient peut grandement enrichir votre expérience de la vie. Des neurones spécifiques et des neurotransmetteurs comme la noradrénaline déclenchent un état défensif quand nous sentons que nos pensées doivent être protégées contre l'influence des autres. Si nous sommes alors confrontés à des divergences d'opinion, des produits chimiques qui sont libérés dans notre cerveau sont les mêmes que ceux qui essaient d'assurer notre survie lors des situations dangereuses. Dans cet état défensif, la partie la plus primitive du cerveau interfère avec la pensée rationnelle, et le système limbique peut mettre KO la plupart de notre mémoire de travail, provoquant physiquement une étroitesse d'esprit. Nous le voyons dans les politiques de la peur, dans les stratégies des joueurs de poker, ou tout simplement quand quelqu'un est têtu dans une discussion. Peu importe la valeur d'une idée, le cerveau a du mal à la traiter quand il est dans un tel état. Au niveau neuronal, il réagit comme si nous étions menacés, même si cette menace provient d'opinions inoffensives ou de faits que vous pourriez d'ailleurs trouver utiles et accepter rationnellement. Mais lorsque nous nous exprimons et que nos points de vue sont appréciés, ces substances chimiques de défense baissent dans le cerveau, et la neurotransmission de dopamine active les neurones de la récompense, en nous faisant sentir plus puissants et en augmentant notre estime de soi. Nos croyances ont un impact profond sur la chimie de notre corps, c'est pourquoi les placebos peuvent être si efficaces. L'estime de soi, ou la confiance en soi, est étroitement liée à un neurotransmetteur appelé sérotonine. Lorsque l'absence de celui-ci prend des proportions graves, il aboutit souvent à la dépression, au comportement autodestructeur ou même au suicide. La preuve sociale augmente les niveaux de dopamine et de sérotonine dans le cerveau et nous permet de lâcher les fixations émotionnelles et devenir conscient de nous-mêmes plus facilement. La psychologie sociale regarde souvent les besoins humains fondamentaux pour s'adapter, et cela s'appelle l'influence normative. Quand nous avons construit notre boussole morale et éthique qui est presque entièrement forgée sur notre environnement, ainsi, nos actions sont souvent le résultat de la validation que nous recevons de la société. Mais de nouveaux développements en neurosciences nous donnent une meilleure compréhension de la culture et de l'identité. La recherche neurologique récente a confirmé l'existence de neurones miroirs empathiques. Quand nous éprouvons une émotion ou effectuons une action, des neurones spécifiques s'activent. Mais quand on observe quelqu'un d'autre en train d'exécuter cette action, ou quand on l'imagine, bon nombre des mêmes neurones seront déclenchés à nouveau, comme si nous étions en train d'exécuter l'action nous-mêmes. Ces neurones d'empathie nous retiennent à d'autres personnes, ce qui nous permet de ressentir ce que d'autres ressentent.
Et puisque ces mêmes neurones répondent à notre imagination, nous pouvons éprouver des réactions émotionnelles comme si elles venaient de quelqu'un d'autre. Ce système est ce qui permet l'auto-réflexion. Le neurone miroir ne connaît pas la différence entre lui et les autres. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement tributaires de la preuve sociale et pourquoi nous voulons nous conformer. Nous sommes dans une dualité constante entre la façon dont nous nous voyons et comment les autres nous voient. Cela peut entraîner la confusion en ce qui concerne l'identité et l'estime de soi. Les scanners du cerveau montrent que nous faisons l'expérience de ces émotions négatives avant même que nous soyons conscients d'eux. Mais quand on est conscient de soi, on peut modifier les émotions mal placées, parce que nous contrôlons les pensées qui les causent. C'est une conséquence neurochimique de la manière dont les souvenirs deviennent instables lorsqu'ils sont récupérés et comment ils sont restaurés par le biais de la synthèse des protéines. L'auto-observation modifie profondément la façon dont notre cerveau fonctionne. Il active les régions autorégulatrices du néocortex, qui nous donnent une quantité incroyable de contrôle sur nos sentiments. Chaque fois que nous le faisons, notre rationalité et notre résilience émotionnelle sont renforcées. Lorsque nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes, la plupart de nos pensées et nos actions sont impulsives, et l'idée que nous réagissons au hasard et que nous ne faisons pas des choix conscients est instinctivement frustrant. Le cerveau résout cela en créant des explications pour notre comportement, en les réécrivant physiquement dans nos souvenirs, par le biais de la reconsolidation de la mémoire, en nous faisant croire que nous étions dans le contrôle de nos actions. Il est également appelé rétro-rationalisation, et il peut laisser la plupart de nos émotions négatives non résolues et prêtes à être déclenchées à tout moment. Elles deviennent un combustible permanent à notre confusion, tant que notre cerveau essaiera de justifier pourquoi on s'est comporté de manière irrationnelle. Tout ce comportement subconscient, complexe et presque schizophrène, est le résultat d'un système parallèle distribué largement dans notre cerveau. Il n'y a pas de centre spécifique de la conscience. L'apparence d'une unité est trompeuse, car chacun de ces circuits séparés sont activés et s'expriment à un moment donné dans le temps. Nos expériences changent constamment nos connexions neuronales, physiquement, altérant notre système parallèle qui est notre conscience. Des modifications directes de celui-ci peuvent avoir des conséquences surréalistes qui remettent en cause quoi et où est réellement la conscience. Si votre hémisphère cérébral gauche devait être déconnecté du droit, comme c'est le cas chez les patients au cerveau divisé, vous seriez normalement toujours en mesure de parler et de penser de l'hémisphère gauche, alors que votre hémisphère droit aurait des capacités cognitives très limitées. Votre cerveau gauche n'aura pas besoin de la partie droite, même si cela modifie profondément votre perception. Une conséquence de ceci est que vous pouvez décrire plus de la moitié du visage de quelqu'un, mais vous ne le mentionnerez jamais, vous ne le verrez jamais comme un problème et vous ne vous rendrez même pas compte que quelque chose a changé, puisque cela affecte plus que votre perception du monde réel et s'applique également à vos images mentales. Ce n'est pas seulement un problème sensoriel, mais un changement fondamental dans votre conscience. Chaque neurone a une tension qui peut changer lorsque les ions circulent à l'intérieur ou en dehors de la cellule. Une fois qu'une tension d'un neurone a atteint un certain niveau, elle déclenchera un signal électrique vers d'autres cellules qui répètent le processus. Lorsque plusieurs neurones se déclenchent en même temps, nous pouvons mesurer ces changements dans la forme de l'onde. Les ondes cérébrales sous-tendent presque tout ce qui se passe dans nos esprits, y compris l'attention, la mémoire et même l'intelligence. Comme elles oscillent sur des fréquences différentes, elles sont classées dans des groupes comme alpha, θ et gamma. Chacune est associée à une tâche différente. Les ondes cérébrales permettent au méninge d'accorder les fréquences correspondantes à leur tâche particulière, tout en ignorant les signaux non pertinents. Ce processus est semblable à celui d'une radio, captant différentes ondes pour avoir des stations de radio.
Le transfert d'informations entre les neurones devient optimal lorsque les activités sont synchronisées. C'est la raison pour laquelle nous faisons l'expérience de dissonance cognitive, la frustration causée par le fait d'avoir simultanément des idées contradictoires. La volonté est simplement le rouage pour réduire la dissonance entre chacun de nos circuits neuronaux. L'évolution peut être considérée comme un processus similaire, où la nature tente de s'adapter ou de raisonner avec son environnement. Mais l'homme évolue au point où il devient conscient de lui-même, il commence à méditer sur sa propre existence. Quand une personne est confrontée à un paradoxe ou un objectif, tout en pensant que l'existence humaine est vide de sens, une dissonance cognitive se produit. Tout au long de l'histoire, cela a conduit beaucoup de personnes à prendre une posture spirituelle ou religieuse pour tenter d'expliquer le fonctionnement de notre conscience, car la science a omis de donner des réponses à des questions existentielles, telles que pourquoi et comment suis-je moi ? L'hémisphère cérébral gauche est largement responsable de la création d'un système cohérent de croyances, afin de maintenir une certaine continuité dans nos vies. De nouvelles expériences sont pliées dans le système de croyances préexistantes. Lorsqu'elles ne correspondent pas, elles sont tout simplement refusées. Contrebalançant cela, c'est l'hémisphère cérébral droit qui a la tendance opposée. Alors que l'hémisphère gauche tente de préserver le modèle, l'hémisphère droit remet constamment en question le statu quo. Lorsque les anomalies discordantes deviennent trop grandes, l'hémisphère droit force une révision dans notre vision du monde. Cependant, quand nos croyances sont trop fortes, l'hémisphère droit peut ne pas réussir à dominer notre refus. Cela peut créer une confusion profonde quand il reflète les autres, lorsque les connexions neuronales qui définissent physiquement notre système de croyances ne sont pas fortement développées ou actives, alors que notre conscience, qui est l'unité de tous les circuits séparés et actifs à ce moment, peuvent se séparer principalement de l'activité de nos neurones miroirs. Tout comme quand nous expérimentons la faim. Notre conscience se compose alors principalement d'interactions neuronales servant à la consommation d'aliments. Ce n'est pas le résultat d'un noyau neuronal du soi donnant des commandes vers différentes zones cérébrales. Toutes les différentes parties du cerveau deviennent actives et inactives et interagissent sans ce noyau. Tout comme les pixels d'un écran peuvent s'exprimer comme une image reconnaissable, la convergence des interactions neuronales s'exprime comme une conscience. À chaque instant, nous sommes en effet une image différente, une entité différente, lors de la mise en miroir, quand j'ai faim, quand je regarde cette vidéo. Chaque seconde, nous devenons des personnes différentes, car nous passons par des états différents. Lorsque nous utilisons nos neurones miroirs pour nous regarder nous-mêmes, nous pouvons construire l'idée d'identité. Mais si nous le faisons avec notre compréhension scientifique, nous voyons quelque chose de complètement différent. La synergie des neurones qui produisent notre conscience oscillante vont bien au-delà de nos propres neurones. Nous sommes également le résultat de nos hémisphères cérébraux, interagissant par voie électrochimique, car nous sommes des sens reliant nos neurones à d'autres neurones dans notre environnement. Rien n'est externe. Ça n'est pas une philosophie hypothétique, c'est la propriété de base du neurone miroir, qui nous permet de nous comprendre à travers les autres. Voir cette activité neuronale comme la vôtre, tout en excluant l'environnement, serait une idée fausse. Nos caractéristiques en tant que super-organismes se retrouvent également dans l'évolution, où notre survie en tant que primates s'est appuyée sur nos capacités collectives.
Au fil du temps, les régions néocorticales ont évolué pour permettre la modulation des instincts primitifs et la neutralisation des impulsions hédonistes au profit du groupe. Nos gènes égoïstes sont venus pour promouvoir des comportements sociaux réciproques dans les structures des superorganismes, rejetant ainsi la notion de survie du plus fort. L'activité neuronale du cerveau résonne de manière plus cohérente lorsqu'il n'y a aucune dissonance entre ces nouvelles régions cérébrales avancées et les plus anciennes, plus primitives. Ce qu'on appelle traditionnellement tendance égoïste est seulement une interprétation étroite du comportement égoïste, dans lequel les caractéristiques humaines sont perçues à travers le paradigme imparfait de l'identité, plutôt que par un point de vue scientifique sur ce que nous sommes, c'est-à-dire une expression momentanée d'une unité en constante évolution et sans centre. Les conséquences psychologiques d'un système de croyances objectif permettent une conscience de soi sans lien au soi imaginaire, provoquant une augmentation spectaculaire dans la clarté mentale, la conscience sociale, l'autorégulation, et ce qui est souvent décrit comme « être dans l'instant ». La croyance culturelle a surtout eu besoin d'un récit, d'une vue diachronique sur notre vie, d'établir des valeurs morales. Mais avec notre compréhension actuelle de la nature empathique et sociale du cerveau, nous connaissons maintenant ce point de vue scientifique, sans attachement à notre identité ou histoire. Cela donne un paradigme beaucoup plus précis, valable et plus éthique que nos valeurs anecdotiques. C'est logique, puisque notre tendance traditionnelle à nous définir en tant qu'être vivant individualiste fait tendre le cerveau vers des processus cognitifs dysfonctionnels, comme un étiquetage compulsif où le psychologique nous impose ses attentes. La pratique d'étiquetage sous-tend toutes les formes d'interaction dans notre vie quotidienne, mais en définissant le soi comme interne et l'environnement comme externe, nous contraignons notre propre processus neurochimique et expérimentons une déconnexion illusoire. La croissance et ses effets secondaires évolutifs, tels que le bonheur et l'accomplissement, sont stimulés quand nous ne sommes pas étiquetés dans nos interactions. Nous pouvons alors avoir plusieurs vues différentes et même en désaccord les unes aux autres. Mais les interactions qui nous acceptent pour ce que nous sommes, sans jugement, sont des catalyseurs neuropsychologiques qui encouragent le cerveau humain à reconnaître les autres et à accepter rationnellement des systèmes de croyances vérifiés sans dissonance. Stimuler ce type d'activité neurale et d'interaction diminue le besoin de distraction, de divertissement et crée des cycles de comportement constructifs dans notre environnement. Des sociologues ont établi que des phénomènes tels que l'obésité et le tabagisme, les émotions et les idées se propagent et ondulent dans la société de la même façon que les signaux électriques des neurones fonctionnent lorsque les activités sont synchronisées. Nous sommes un réseau mondial de réactions neurochimiques, et le cycle d'acceptation et de reconnaissance qui s'amplifie est subi par les choix de tous les jours dans nos interactions. C'est la réaction en chaîne qui définit en dernier notre capacité collective à surmonter les divergences imaginaires et à regarder la vie dans le grand ordre des choses.